Florence, merci beaucoup pour cette deuxième épisode avec la notaire. Ça fait plaisir. J'ai tellement eu de questions pour toi après la première que j'ai dit, il faut qu'on fasse un follow-up ensemble. Ça va être cool. En fait, aujourd'hui, Florence, je voulais te parler de deux choses. L'assurance titre, j'ai beaucoup de questions là-dessus dernièrement. Puis aussi sur les différents frais que le vendeur va payer au notaire. Parce que les acheteurs savent qu'il faut qu'ils payent, mais les vendeurs sont souvent surpris qu'ils doivent payer au notaire. Fait que j'aimerais vraiment... On est souvent prêt à expliquer ça. Donc, OK. Parfait. Cool. OK. Fait que commençons par la première. L'assurance titre. C'est quoi? À quoi ça sert? Qui paye ça? C'est quoi les compagnies? On veut tout savoir. Go. OK. C'est bon. Ben, en général, le cas où est-ce qu'on va l'apprendre plus souvent, c'est quand on trouve justement un problème de titre. Fait que le problème de titre peut venir de principalement deux choses. Premièrement, dans le certificat de localisation, si on trouve une non-conformité. Donc, exemple, la maison est construite puis ça respecte pas les marges, ça prend toujours un minimum du côté du terrain ou de l'avant du terrain. C'est un exemple, mais ça peut être une irrégularité qu'on voit. Le cabanon ou le garage, encore pire, qui est situé dans une servitude, là, dans un droit de passage, mettons, d'Hydro-Québec. Donc, c'est tous des exemples qu'on peut trouver dans le certificat de localisation où il y aurait un problème avec le dossier. On peut aussi trouver ce genre de problème au niveau de l'examen des titres. Je résume, mais comme notaire, le plus gros du travail, c'est que quand l'acheteur vient acheter une nouvelle propriété, il faut qu'on remonte dans le temps puis qu'on fasse l'examen des titres de propriété. Donc, on regarde tous les contrats qu'il y a eu sur la propriété, même avant que ce soit bâti, quand c'était juste un terrain. On remonte là, jusqu'au début du cadastre, au début des années 1900 pour voir s'il n'y a pas des droits de passage, des choses comme ça. Fait qu'on peut trouver des fois des problèmes au niveau de l'examen de titre. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de trouver, mettons, qu'il y avait un droit de passage au Québec qui passait directement dans une maison, en fait. La maison a été construite dans le droit de passage. Ça m'est arrivé de trouver d'autres problèmes, qu'il y avait un petit triangle de terrain, là, que finalement, c'était pas le même propriétaire dans les années 80. Fait que le propriétaire du petit triangle n'avait jamais vendu au prochain son triangle. Fait que techniquement, cette personne est encore propriétaire du terrain, donc il a fallu qu'on retrouve, dans ce cas-ci, la personne. On l'a trouvé, mais si on ne l'avait pas trouvé, ça aurait pu être un cas d'assurance titre. OK. Fait que si je comprends bien, l'assurance titre, ça sert à un problème qu'on a trouvé sur le terrain ou dans les titres de la propriété. Donc, c'est un problème qui existe déjà. Ben, on peut la prendre quand il n'y a pas de problème pour se protéger aussi, mais principalement quand on va la prendre, c'est quand on trouve un problème qui existe. Exemple, justement, elle n'est pas conforme aux marges. C'est sûr qu'il y a d'autres solutions que l'assurance titre, là, mais c'est souvent la plus facile, la plus rapide. Exemple, c'est un petit peu comme mettre un plaster sur un bobo. Exactement. C'est vraiment un plaster parce que ça n'arrête pas le problème. Donc, exemple, je reprends, mettons, la maison est construite pas conformément, pas bien située sur le terrain. On en parle au vendeur. On dit, ben c'est votre obligation de vendre une propriété que tout est conforme. C'est lui qui va payer souvent l'assurance titre pour l'acheteur. Puis cette assurance-là va venir couvrir l'acheteur si jamais la ville demandait de rendre la maison conforme ou quoi que ce soit. Fait ça va couvrir les dommages que ça peut lui causer. OK. Allons vraiment comme avec un exemple spécifique pour nos auditeurs, là. OK. Fait que tu as dit, mettons, le garage est dans... OK, on va dire la piscine. La piscine, c'est plus facile. Une piscine hors terre est dans la servitude d'Hydro. Fait que là, Hydro-Québec peut pas passer puis faire bien sa job parce que là, il y a une piscine devant. Oui, ils peuvent demander de l'enlever carrément. Là. OK. Fait que là, le Hydro pourrait dire non, on tasse la piscine. Fait que là, l'assurance titre qui a été payée par le vendeur protège l'acheteur. Si jamais Hydro dit tu tasses la piscine, la compagnie d'assurance titre va comme payer les frais pour tasser la piscine, c'est ça? Eux autres, ils payent, c'est quand même de l'assurance, ils vont payer pour rendre la propriété conforme. Fait que si de rendre conforme, c'est d'enlever la piscine, ça ne veut pas dire qu'ils vont la réinstaller non plus, mais ils vont payer le frais d'enlèvement, puis ils vont dédommager souvent le client s'il y a une perte de valeur à la propriété. Mettons dans l'exemple, une piscine hors terre, ça ne rajoute pas nécessairement de la valeur à la propriété, fait que je ne pense pas que le client aurait beaucoup de perte de valeur là-dedans, mais ça paierait pour l'enlèvement OK. Si, mettons, le garage avait été mis trop proche de la ligne mitoyenne, puis là, pour une raison quelconque, il faut qu'il tasse le garage, là, ça commence à être des gros sous puis une perte de valeur. Mais ils payent toujours, comme je disais,
ils vont essayer de trouver la solution la plus facile. Si ce qui est moins cher pour l'assureur, c'est d'aller obtenir une dérogation mineure de la ville, donc la ville qui fait comme une exception à son règlement puis qui accepte que le garage soit trop proche, ils vont faire les démarches pour ça, s'il y a des chances qu'ils réussissent à l'avoir. Sinon, ben, ils vont payer pour l'enlèvement du garage, puis là, il y aurait une perte de valeur parce qu'un garage, ça rajoute quand même de la valeur à la propriété, fait qu'ils vont dédommager le client pour ça. Okay. C'est vraiment comme juste comme je disais, un plaster parce que ça ne règle pas le problème. Si la ville, elle vient jamais voir la personne pour dire que son garage n'est pas conforme, l'assurance ne va jamais payer même s'il n'est pas conforme. Donc, c'est vraiment pour si jamais ça crée un problème réel. Oui, un problème, mais si ça crée une conséquence, l'assurance va payer. Puis, c'est toujours valide aussi uniquement quand c'est le même propriétaire. Donc, ça veut dire que quand l'acheteur revend, ben il faut qu'il rachète une autre assurance titre pour... Ça prend un nouveau plaster à chaque fois. Exactement. Tu sais, dans ton exemple, mettons, du garage non conforme, c'est sûr que la meilleure solution pour l'acheteur, ça aurait été que le vendeur paye justement pour la dérogation de la ville. Là, à ce moment-là, c'est réglé pour tout le temps. Sauf que on va des fois essayer de faire ça, sauf qu'avec les délais dans les dossiers, souvent, on n'a pas le temps d'obtenir la dérogation avant. Il y en a qui ont peur aussi que si on va pour la dérogation, ben là, si la ville refuse, on est mal pris. Fait que c'est vraiment du cas par cas qu'on va analyser avec qu'est-ce que le client acheteur veut. Puis on va essayer de trouver le meilleur moyen, mais je dirais que l'assurance, c'est souvent ce qui est le plus rapide. Puis c'est ça, c'est souvent ce qui est adopté. Puis si je comprends bien, Florence, corrige-moi si j'ai tort, là. L'assurance type est comme un genre de papier de l'assureur où ce que vous pouvez comme cocher plusieurs boîtes. Comme s'il y a plus qu'un problème, vous pouvez en fait couvrir plusieurs choses avec un frais seulement. C'est ça. Ça coûte pas plus cher plus on couvre de choses. C'est vraiment global. Dans le fond, l'assurance, même si on la prend pour un problème spécifique, elle couvre toujours la même chose. T'sais, ça couvre pas mal tous les problèmes, même ceux qu'on n'aurait pas vu ou qu'on n'aurait pas déclaré sur l'assurance. C'est sûr que si on connaît un problème, il faut qu'on le déclare. Là. C'est comme toutes les assurances. Mais l'assurance titre, on peut même la prendre quand il n'y a pas de problème du tout. Là. Donc, il y a des clients à ce moment-là, c'est l'acheteur qui va la payer. C'est parce qu'on ne peut pas se dire au vendeur, ben il y a une non-conformité, donc tu payes l'assurance. J'ai des clients acheteurs qui vont choisir de la prendre parce que ça vient couvrir. Il y a une portion vol d'identité avec certains assureurs. Donc, il y en a, là, ça arrive peut-être, je pense, 2-3 fois par année au Québec, des gens qui se font voler leur maison. Ça paraît bizarre, là, mais c'est, mettons, quelqu'un qui se fait passer pour vous puis qui vend la maison chez un notaire avec des fausses pièces d'identité, tout ça. Fait qu'il y a un volet qui est offert avec l'assureur pour ça. Fait que j'ai des clients qui vont le prendre acheteur pour se couvrir. Puis en même temps, ça rajoute toutes les autres couvertures que je parlais avant. Fait que s'il y a des problèmes que, mettons, l'arpenteur ou le notaire, on n'est pas tenu de vérifier, l'assurance peut couvrir aussi ces problèmes-là. Il y a un exemple que je donne souvent, là, que j'avais une madame, dans le fond, qui a acheté une intergénération. L'arpenteur, il faut juste qu'il vérifie que c'est conforme d'avoir l'intergénération dans ce secteur-là. Donc, tout était beau, elle avait le droit, etc. Sauf que peu après, elle a reçu un avis de la ville comme quoi que la porte de l'intergénération, il fallait qu'elle soit sur le côté de la bâtisse, mais était en avant. Mais ça, c'est pas quelque chose, tu sais, l'arpenteur ou... Non, il ne check pas ça, il ne check pas les portes. Ouais. Du règlement de, OK, si tu construis tout comme il faut. Fait que, dans le fond, l'assurance titre a pu couvrir pour ça, pour la porte, là. Wow, OK. Si elle l'avait pas pris, parce qu'en apparence, il n'y avait pas de problème, tu sais, c'était conforme, elle avait le droit d'avoir son intergénération, mais l'assurance peut couvrir pour des règlements encore plus poussés, là. Wow. Ça me fait penser, dernièrement, j'ai eu une transaction à Saint-Placide, dans ton patelin. Puis la courtière voulait une assurance titre et voulait que les vendeurs payent une assurance titre parce que Saint-Placide ne trouvait pas le permis de construction. Okay. Fait que là, il avait peur qu'il n'y avait pas eu de permis de construction pour la maison qui avait été construite en 2004. Mais on n'a pas voulu signer le papier, on a voulu trouver le permis de construction. Finalement, on l'a trouvé, il existait. Okay. Mais je pense que les acheteurs étaient quasiment déçus parce que là, il n'y avait plus rien à comme pousser les vendeurs à... Mais je pense qu'ils voulaient quand même l'assurance titre juste parce que ça les... Comme tu dis, il y a des avantages à l'acheteur à l'avoir. Non, ça peut, mais c'est sûr que, tu sais, mettons les autres provinces, eux autres, ils ont systématiquement une assurance titre parce qu'ils n'ont pas de notaire qui font toute la recherche. Aux États-Unis, je pense que ça fonctionne comme ça. Mais c'est sûr que nous, on est comme payés pour faire ces recherches-là pour voir venir les problèmes. Fait que, tu sais, c'est un peu partager l'opinion. Est-ce que ça prendrait une assurance titre partout? Tu sais, c'est un peu d'assurer quelque chose qu'on a vérifié. Mais comme je disais, il y a des petites choses des fois que
que ça peut couvrir aussi. Mais dans le fond, si l'acheteur la veut, il peut toujours l'acheter. Dis-nous combien ça coûte l'assurance titre. Ben, ça va dépendre. Dans le fond, il faut faire une soumission. Moi, je fais affaire, il y a plusieurs compagnies. Moi, celle que je fais le plus souvent affaire, ça s'appelle Stewart Title. Eux autres, une police, ça va être à peu près 250, 270. Mais c'est sûr que nous, on charge pour commander la police d'assurance aussi. C'est de la paperasse, tout ça. Fait que je dirais qu'une assurance dans un dossier, c'est à peu près entre 350 plus taxes, à peu près dans ces alentours-là. Puis comme je disais, c'est valide tant que la personne est propriétaire. La seule chose, c'est que souvent, quand il y a un problème, il faut assurer aussi la banque de l'acheteur parce que si, mettons, la banque vient saisir et il y a une non-conformité, ben il faut qu'ils se fassent payer eux aussi. Fait que là, si l'acheteur change de banque ou de créancier hypothécaire, ben là, il faut que l'acheteur repaye pour l'assurance de la banque là, à chaque refinancement. OK. Ah, c'est un détail intéressant, ça. Fait que juste le fait de changer de banque, renouveler avec une autre banque, fait que l'assurance titre qu'on a racheté à la transaction devient plus valide. Elle n'est plus valide. Celle de l'acheteur est valide. Elle ne va pas coûter aussi cher parce qu'on fait juste on fait juste changer la banque. Donc, la portion acheteur, parce que ça fait partie de la police d'assurance. Puis, c'est possible d'assurer juste l'acheteur ou juste la banque aussi, là. Ça se fait dans les deux cas. Fait que dans le fond, quand on renouvelle l'hypothèque, on va venir assurer juste la nouvelle banque. Donc, la police, la prime est souvent moins chère. On parle plus d'un 200. Ben, la prime, je ne sais plus par cœur, mais grosso modo, un 200 $ à peu près avec les frais du notaire pour commander le 250 peut-être. OK. Florence, est-ce que je remarque une tendance? Là, ça fait 5 ans que je fais l'immobilier. Je me rappelle pas qu'il y avait autant d'assurance titre quand j'ai commencé. En ce moment, on dirait que la plupart des notaires l'achètent beaucoup plus souvent qu'avant. Qu'est-ce qui a causé c'est une tendance ou y a-t-il de quoi qu'à changer? Ben, j'en entends plus parler aussi. C'est sûr que nous autres au bureau, maintenant, on l'explique que ça existe même s'il n'y a pas de problème. Parce que bon, il y en a qui veulent avoir l'information, le vol d'identité, tout ça, puis on ne veut pas se faire dire, je savais pas que ça existait, je l'aurais pris si j'avais su. Fait qu'on l'explique. Fait que je pense que il y a plus d'acheteurs des fois qui la veulent même s'il n'y a pas de problème. C'est sûr que les banques aussi ont plus d'exigences. Même nous, on a plus de choses à vérifier aussi. Fait que oui, on va la prendre plus souvent. Mais je dirais qu'il y a plus souvent des problèmes. Tu sais, c'est rare que maintenant que je vois un certificat de localisation que tout est conforme. Là. Tu sais, souvent, le cabanon n'est pas conforme. C'est sûr que si amovible, je vais essayer il se déplace, là, même s'il est dans servitude. Si Hydro-Québec dit quelque chose, ça se déplace. Mais s'il est construit sur une dalle de béton ou que c'est un garage, ce que je vois aussi souvent, c'est les climatiseurs ou les thermopompes. Souvent, les gens, ils les ont fait installer, mais le règlement de la ville dit que, mettons, ça peut pas être sur le côté de l'immeuble, il faut que ce soit en arrière. Ils l'ont mis sur le côté. Ça, c'est sûr que je prends une assurance titre parce que si l'acheteur se fait demander de déplacer ça, déplacer la tuyauterie, toutes les choses, ça peut être beaucoup de frais. Fait que ça, c'est un cas que je vois vraiment souvent là, pour l'assurance titre. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs petites choses comme ça qui fait que oui, on achète. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il y en a plus souvent, mais il y a souvent. Je pense que les apprenteurs peut-être sont plus détaillés aussi. Ça se peut-tu qu'ils font des certificats plus. Ils approfondissent un petit peu plus les recherches? Ou la réglementation de la ville est de plus en plus stricte aussi, là. C'est ça, c'est sûr que c'est de plus en plus strict. Je dirais qu'au début de ma pratique, il y avait des cas que je ne prenais pas nécessairement d'assurance titre. Comme, ça va être correct. Mais là, plus on voit ce cas-là se répéter, plus on voit que ça a créé des problèmes, mais là, on va prendre l'assurance. Comme récemment, à Saint-Eustache, j'ai un client qui s'était bâti une mini rallonge à son garage pour mettre sa moto, je pense. Puis il était comme 2-3 pouces, un petit peu trop proche de la ligne. Fait que il a dû payer une assurance titre, puis il était vraiment pas content. Fait que c'est quoi les solutions pour les vendeurs d'essayer de faire en sorte qu'ils se fassent pas pincer au notaire? Ben, c'est de construire correctement quand ils le font. Lui, il aurait fallu qu'il cherche un permis, qu'il fasse vraiment prendre les mesures exactes pour faire sa rallonge. Tu sais, c'est sûr que je pense que c'est aussi un facteur, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font un peu n'importe quoi sur leur maison, ils ne demandent pas nécessairement de permis, ils disent « je suis correct, tout est beau ». Mais après ça, quand on fait le certificat de localisation, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Fait que c'est vraiment Absolument. de prendre les permis qui vont avec les nouvelles constructions que les gens ont. Mais tu as parlé de la thermopompe. Je pense pas que la plupart des municipalités vont pas exiger un permis pour une installation de thermopompe. À moi, je me trompe? Je penserais pas non plus, mais
de s'informer, dans le fond, des règlements à ce moment-là de la ville là, pour savoir est-ce qu'on a le droit de la mettre sur le côté, c'est quoi la distance à respecter. Parce que c'est sûr que les gens, ils pensent pas non plus. Ils disent, la personne qui vient l'installer, normalement, elle connaît les choses. Mm-hmm. C'est pas On nécessairement espère. son mandat d'aller vérifier le règlement de la ville à la personne. Chaque ville est différente aussi, oui, absolument. Fait que je dirais, à chaque fois qu'il y a un ajout sur le terrain de quelque chose qui serait difficile à bouger, s'il fallait le bouger, ben ça serait de s'informer avec s'il y a un règlement là-dessus. Mm-hmm. C'est plus lourd, mais ça Mm-hmm. va éviter des problèmes là, au moment de justement d'arriver chez le notaire. Ça va éviter d'avoir à payer l'assurance titre. Mm-hmm. Une autre chose que je remarque souvent, c'est que les gens ne veulent pas commander leur certificat de localisation tant qu'ils n'ont pas un offre d'achat accepté avec les conditions réalisées, mais là, il y a un délai de 6 semaines avant d'avoir le certificat de localisation. Fait que là, c'est toujours bien de l'avoir avant parce que ça permet de voir les problèmes à l'avance, justement, puis de pouvoir les régler ou voir venir. Tu sais, si, exemple, il y a une non-conformité, puis la personne a le certificat puis elle le sait avant, bien, ça va permettre peut-être d'aller chercher la dérogation à la ville au lieu d'avoir à acheter l'assurance titre. C'est sûr, la dérogation au niveau frais est souvent plus cher, mais au moins le problème est réglé. Fait que le futur acheteur, il est peut-être plus en confiance d'acheter quand le problème est réglé que de savoir que lui aussi, il va falloir tout le temps qu'il rachète une assurance titre pour les autres. Par curiosité, ça serait combien de dérogations? Ça dépend des villes. Les frais sont tous différents. Là. Je pense que la dernière que j'ai faite, c'était autour d'un 800 $. OK. Mais ça, la ville peut plus revenir après. Il n'y a plus d'assurance. C'est ça. À chaque fois. C'est ça. C'est rare que je les vois, que les vendeurs ont été à ce point diligents. Là. C'est très rare. On voit beaucoup plus d'assurance. Bon, pour la facilité qui est l'assurance, c'est rapide. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de démarche. Puis souvent, l'acheteur est pas stressé que le cabanon est 2 pouces trop proche de son voisin. Pour les cabanons, c'est bien rare parce qu'on achèterait pour toutes les transactions. Là. Ils sont presque tous non conformes. La manière que moi j'ai trouvé maintenant d'éviter des problèmes au notaire, c'est que j'avise toujours le vendeur quand on signe un contrat qu'il va probablement avoir de l'assurance titre à payer pour un vice sur les titres ou sur le terrain. Pas un vice, mais une irrégularité. Comme ça, je trouve que au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise au notaire. Puis je pense que c'est une bonne pratique pour les courtiers de juste prévoir l'assurance titre à l'avance. Dire que ça se peut qu'il y en ait une, peut-être pas que c'est sûr qu'il va en avoir une. Comme je disais, c'est sûr que nous, on a un travail à faire, on vérifie. Fait que le but, c'est justement de ne pas avoir d'assurance titre puis de régler pour vrai le problème. C'est un peu ça le but du notaire, c'est de soulever justement les problèmes qui pourraient arriver. Fait que, je pense que c'est quand même bon d'avertir les vendeurs, parce que c'est souvent nous qui a la tâche de leur dire que ça prend l'assurance, puis là, s'ils ne sont pas du tout au courant, ils ne s'attendent pas à payer ce frais-là. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est une bonne pratique de les aviser comme courtier que ça pourrait arriver s'il y a un problème, puis c'est normal, puis ça arrive dans plusieurs dossiers, comme ça au moins ils sont moins surpris quand nous on leur parle de ça, ils savent déjà c'est pas une assurance titre. C'est ça. Rendu là, le 300-400 $ qu'ils vont devoir payer, au moins s'ils l'ont comme précalculé à l'avance, ça pince moins le rendu. S'ils n'en ont pas à acheter, ben finalement, ça leur fait ça de plus, ils sont contents. C'est ça, c'est un bonus. Under promise, over deliver, right? Ouais. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des frais au notaire, aux vendeurs. Parce que ça, il y a beaucoup de confusion avec les vendeurs. Ils sont tout le temps surpris quand je les explique au début et à la fin de la transaction qu'eux vont devoir payer des sous au notaire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'acheteur qui paye la grosse facture, l'acte hypothécaire et l'acte de vente. Mais c'est quoi les frais qu'un vendeur va être obligé de payer à sa transaction? Dans le fond, le vendeur, qui est toujours là, peu importe que le vendeur ait une hypothèque ou non, c'est les frais pour tout ce qui est, en fait, l'administration, la comptabilité en fidéicommis. Parce qu'exemple, si nous, on vend une propriété, il faut qu'on s'assure justement que les taxes municipales scolaires sont payées à jour sur la propriété. Fait que s'ils ne sont pas payés, on fait un chèque puis on l'envoie. Mais c'est de l'argent du vendeur. On fait ça pour le vendeur de payer ses taxes. Pour le vendeur, on rembourse son hypothèque s'il y en a une. Donc, on fait le chèque. On paye le courtier immobilier. On paye son certificat de localisation. Fait que c'est toute la manipulation des fonds du vendeur. Puis nous, on paye des factures à lui. Fait que c'est sûr qu'il y a un frais pour cette administration-là. Il va aussi avoir le frais pour les relevés de taxes municipales, taxes scolaires. Nous, il faut qu'on prouve justement que les taxes municipales sont payées à jour sur la propriété, puis les taxes scolaires aussi. Il y en a qui disent, on t'emmène le compte de taxes, tu le vois bien, mais on ne le voit pas sur le compte si vous avez fait le paiement, dans le fond.
Fait qu'il faut vraiment commander à la ville puis à la commission scolaire. Fait que c'est sûr qu'il y a des démarches à faire pour commander. Fait qu'il y a des honoraires qui viennent avec ça, mais il y a aussi des frais. C'est que les services des villes, des commissions scolaires, pour nous fournir ces relevés-là, ils chargent. Les villes, c'est pour à peu près un 60 plus taxes pour avoir ce relevé-là. Commission scolaire, souvent, il n'y a pas de taxes parce que c'est eux autres même qui gèrent les relevés qu'ils donnent. Les villes, c'est parce que c'est un service qui s'en occupe. Fait que c'est autour d'un 25-30 les commissions scolaires, tout dépendant de la commission puis de la ville. Il y a des villes, c'est moins cher aussi. Fait que c'est sûr que ça, c'est des frais qui reviennent aux vendeurs déjà à la base. Fait que tout ce qui est administrer les sous en fidéicommis, puis commander les relevés de taxes municipales et scolaires. Puis après ça, se rajoute à ça la quittance. Donc, si jamais ils ont une hypothèque, ben il faut qu'ils payent le document pour enlever l'hypothèque. Parce que je n'expliquerai pas tout comment une hypothèque fonctionne, mais en gros, nous, on rembourse ce que la personne devait, son prêt hypothécaire. Mais de le rembourser, ça n'enlève pas le lien juridique que la banque elle a sur la propriété. Pour l'enlever, il faut faire un contrat avec la banque qui s'appelle la quittance ou la main levée. Fait que nous, les clients ne voient pas nécessairement ces étapes-là, mais il faut qu'on envoie ce projet de document-là à la banque, ils nous le renvoient signé, puis nous, on l'envoie au registre foncier pour vraiment enlever le lien sur la maison. Fait que ça, c'est sûr que c'est au vendeur à payer ça. Puis la logique que j'explique souvent, c'est que si vous n'en avez pas d'hypothèque, ben il n'aura pas ce frais-là. Mais si vous en avez une, ou même des fois, j'ai des clients qui en ont deux hypothèques, c'est pas logique de faire payer plus l'acheteur parce que vous avez deux hypothèques. C'est vous qui payez pour enlever. C'est ça. C'est un service que vous rendez au vendeur parce qu'il y a une hypothèque. Fait que si lui n'avait pas d'hypothèque, ce frais-là ne serait juste pas là. Il y a un petit frais pour la fidéicommis, comme j'expliquais tantôt, mais il n'y aurait pas sa quittance à payer. Là. Fait que c'est vraiment... Puis, tu sais, normalement, quand il signe l'hypothèque, au départ, c'est marqué dans les documents d'hypothèque qu'il va avoir une quittance à faire à la fin, puis c'est pas la banque qui paye ça, c'est vraiment au vendeur de la payer. C'est ça. C'est même écrit dans les promesses d'achat de courtier immobilier. On l'explique aux vendeurs, mais ils oublient souvent. Puis quand ils reçoivent la facture chez le notaire, ils disent « Mais pourquoi je paye? C'est pas l'acheteur à payer? » La question revient tout le temps. C'est que c'en est quand même comique, là. Ça, c'est des frais qui s'appliquent pour eux. L'acheteur, eux, vont payer, comme tu disais tantôt, pour monter l'acte d'hypothèque pour leur nouvelle hypothèque, monter l'acte de vente, puis surtout, pour ce que je disais dans l'autre capsule, l'examen des titres. Donc, c'est ça qui est comme le plus long dans le travail du notaire, c'est remonter, regarder tous les contrats d'avant, voir que tout a été bien fait. Fait que c'est sûr que ça, c'est la facture qui va à l'acheteur qui est souvent plus élevée, là, à moins que le vendeur ait 3-4 hypothèques, là, ça... Oui, c'est ça. Les taxes scolaires ou taxes municipales, ces frais-là, est-ce que c'était à l'acheteur de le payer dans le passé puis ça a changé ou ça a toujours été le vendeur qui payait ça? C'est ça. Mais c'est parce qu'en général, c'est dans la facture qui tente, fait qu'on insiste peut-être pas vraiment sur OK, c'était le frais pour ça, mais oui, c'est toujours le vendeur. C'est sûr que c'est possible pour eux de le demander à la ville ou à la commission scolaire, puis je pense que les frais sont un peu moins élevés dans ce temps-là, sous toute réserve. Là. Mais je dirais qu'en général, il y a beaucoup de vendeurs qui veulent pas le demander. Dans le passé, on l'offrait, il y avait des erreurs dans les relevés ou je me suis déjà fait passer des petites litres, comme on dit, qui emmenaient un relevé. Fait que maintenant, j'aime mieux le commander moi-même. Fait que je sais que mon relevé qui m'arrive, il est réel, il n'y a pas de taxe en retard. Fait que juste pour résumer, le vendeur va payer sa quittance pour son hypothèque. Il va payer pour l'administration des vérifications auprès des taxes scolaires, taxes municipales. Comme on a discuté tantôt, il va peut-être avoir à payer un assurance-titre pour une irrégularité sur sa propriété ou sur ses titres. Et on pourrait-tu rajouter à ça, des fois, on voit d'autres frais par rapport au condo. Des fois, on voit des documents qui manquent, là. Ben c'est ça. Surtout les condos, il faut donner, selon les promesses d'achat que vous faites signer les courtiers, c'est écrit dedans qu'il faut remettre une copie conforme de la déclaration de copropriété. Ouais. Souvent, elle est perdue ou les clients disent qu'ils ne l'ont jamais eu. Fait qu'à ce moment-là, il faut la commander. Donc, il peut se rajouter les frais pour la commander si le client ne l'a pas. Mais s'il a toujours sa copie conforme, ben, il n'y a pas de problème avec ça. Exact. Fait que ça, c'est une autre surprise qui est bon à prévoir à l'avance. Parce que si je ne me trompe pas, j'avais un client qui l'avait commandé lui-même du registre foncier à l'avance, sa copie conforme, puis il avait pu sauver un petit peu de sous pour que le notaire n'ait pas à le faire à la dernière minute. Ça dépend. Ben, nous, on charge le frais du registre foncier, là, mais il y a probablement des notaires aussi qui chargent un frais pour faire la demande de commander. Là, fait que ça se peut qu'ils sauvent ce frais-là, mais le frais du registre foncier est le même que ce soit le client qui le commande ou le notaire. Fait que les frais peuvent quand même varier d'un notaire à l'autre un peu.
C'est ça, le montant d'honoraires, en fait, qu'on charge pour la quittance, puis les frais que je disais, les autres frais, ça peut changer. L'honoraire, c'est libre concurrence, dans le fond. Mais les frais fixes, là, ce que ça coûte commander le relevé de taxes, la quittance aussi, ça fait pas partie des honoraires, mais il faut la publier au registre foncier, en fait, comme quoi, une fois qu'elle est signée. Fait que ça, c'est un frais fixe, tout dépendant comment le notaire fonctionne pour la publier. Que ce soit électroniquement ou papier, là, ça varie. Je pense que c'est rendu à 143 électroniquement puis 153 papier. Fait que, ça, c'est d'autres frais qui viennent se rajouter à la facture aussi, là. OK. Super. Ben, vu qu'on est sur le sujet des frais, j'aurais peut-être un troisième sujet à discuter avec toi, Florence, parce que ça, c'est plus là, on a parlé beaucoup plus des vendeurs aujourd'hui, mais juste si on parle des acheteurs, là, je te lance une question que tu n'as pas pu préparer. Comment est-ce qu'un acheteur fait pour choisir un notaire? Parce que là, vous êtes beaucoup, un peu comme les courtiers, tu sais. Ouais. Souvent, je vois que les acheteurs, ils vont magasiner pour leur notaire. Ils vont, des fois, nous demander, on leur donne des noms, on leur fournit des noms. Des fois, ils vont magasiner basé sur la géolocalisation par rapport à où ils habitent et tout. Mais souvent, ils magasinent le prix. Fait qu'ils vont appeler un paquet de notaires puis essayer de trouver le notaire qui va faire l'acte le moins cher. As-tu des commentaires là-dessus? Oui, j'en aurais longtemps. Dans le fond, ce que je peux dire, parce que pour vrai, comme je disais, c'est la libre concurrence. Sauf que moi, si je viens pour acheter un bien ou un service, que je vois il y a quelqu'un qui charge sensiblement, vraiment beaucoup moins qu'un autre, je vais me poser des questions à savoir pourquoi. Pourquoi? Et comment il rentre dans son argent, etc. Parce que c'est sûr que ça serait quand même long de détailler tout, là, mais il faut se dire qu'une facture de notaire, il y a une grosse portion que c'est des frais. Fait que ça ne va pas dans les poches du notaire. Là, certains dossiers, c'est pratiquement 50 de la... Des frais fixes là, que vous n'avez pas le choix de dépenser. C'est ça, entre autres, les frais pour le registre foncier. Donc, comme je disais, chaque immeuble, dans le fond, a une fiche au registre foncier avec tout ce qui se passe dessus. Donc, l'acte d'hypothèque que vous signez, l'acte de vente qu'on fait aussi, c'est tout enregistré dans le registre. Donc, tout ça a des frais d'enregistrement à coût de 150 quasiment chaque publication. Le créancier, là, pour l'hypothèque, il demande aussi ce qu'on appelle un avis d'adresse. C'est un autre document, un autre frais d'enregistrement aussi, là. Fait que, ça monte quand même vite, les frais. Puis quand je disais qu'on fait l'examen des titres, qu'on regarde tout ce qui se passe sur la propriété, à chaque fois qu'on sort un contrat au registre foncier, on a un frais pour ça aussi. Donc, ça va varier dans les dossiers, la portion frais, mais je dirais que c'est pas rare que c'est 50-50 quand on compte les taxes aussi. Il faut appliquer les TPS TVQ. Ce qui reste en honoraire, c'est pas la facture complète. Tu sais, souvent, j'entends, on vous chargeait cher et tout ça, mais quand on regarde ce qui reste au notaire, c'est pas tant que ça, dans le fond. Puis là, on parle même pas du loyer, puis des employés, puis des coûts d'impression. On paye les employés, on paye le loyer, on paye tout le reste avec. Donc, quand on regarde, tu sais, on fait le calcul. Il y a des clients qui ne veulent pas l'entendre parce que c'est un passage obligé quand même, le notaire, mais la plupart des clients, quand je prends le temps d'expliquer la facture, ils comprennent puis ils se disent, mon Dieu, finalement, il ne reste pas tant que ça. Tu sais, quand on comprend qu'il y a la recherche en arrière, l'examen des titres et tout ça. Moi, à la place du client, je me poserais des questions, savoir un notaire qui charge beaucoup, beaucoup moins cher. Il y a encore tous les mêmes frais fixes que nous, que tous les autres notaires. Fait que lui, il lui reste pas grand-chose d'honoraire. Fait que c'est une business quand même. Fait qu'il faut qu'il en fasse plus pour que ça lui rapporte la même chose. En faisant plus, l'examen des titres, là, c'est sûr qu'il y a des dossiers qu'on tombe que, on a travaillé sur le voisin ou, quelque chose comme ça, fait que ça nous aide dans l'examen des titres et nous prend moins de temps. J'en ai déjà eu qui m'ont pris 3 jours à faire là, de travail, juste faire l'examen de titre. C'est pas payant, celui-là. C'est zéro avec, là, quand tu comptes le temps. Fait que, est-ce que le notaire qui a chargé un prix beaucoup moindre, est-ce que lui, il a pris le 3 jours pour faire votre examen de titre? Puis c'est sûr que ça ne paraîtra pas quand vous allez acheter. Tous les contrats vont être faits, ça va être signé, mais après ça, quand vous allez revendre, votre vendeur va peut-être avoir un notaire qui a plus pris le temps de faire les choses. Je ne dis pas qu'il travaille nécessairement mal quand il ne charge pas cher, c'est pas ça, mais on peut se poser la question, dans le fond. Fait que, quand vous allez revendre, peut-être qu'il y a un problème qui n'aura pas sorti, que là, il va sortir, puis c'est vous qui allez être pris avec ce problème-là. Fait que c'est juste de se poser la question. Il y en a en même temps qui ont l'aspect immobilier, vont charger moins cher, vont aller chercher des clients avec ça, c'est une façon d'attirer. Ça dépend. Je ne veux pas dire non plus que parce qu'ils chargent moins cher, ils passent moins de temps, mais on peut se poser la question. Là. Je dirais de faire attention à ça. C'est un service que vous payez.
C'est ça. Il y avait un notaire, je me rappelle, il y a quelques années à Laval qui chargeait vraiment pas cher. Puis il était connu pour être le moins cher, puis beaucoup de monde allait là. Puis là, finalement, je sais pas si tu es au courant, là, j'ai gradué en même temps que il y avait tout un système pour essentiellement sortir des actes de vente comme des saucisses, là, mais le quality control n'était pas là. C'est ça. Ben, il y avait des actes qui se signaient quand ils n'étaient même pas au pays. Fait que déjà là, il faut qu'on soit en présence de. Fait que c'est sûr que. Et puis, de ce que j'ai compris, il a été radié de. Oui, il a été radié, là, mais lui, c'est vraiment extrême. Là. Je dis pas que les notaires qui ne cherchent pas cher, c'est tout à ce point-là. Vraiment... Non, parce que je fais vraiment confiance dans la plupart des notaires, mais effectivement, des fois, si on voit des choses qui sont douteuses, faut peut-être plus faire attention. Ouais. Puis pas juste magasiner le prix. Comme avec les courtiers. Je dis toujours ça, la même chose, c'est oui, tu vas toujours trouver un courtier qui va te charger vraiment moins cher que les autres, mais voulez-vous un courtier discountrealestate.com, mais ou voulez-vous un courtier immobilier qui va travailler pour vous? Vraiment. Souvent, c'est l'achat comme de votre vie. Là. Fait que c'est le fun de savoir que les vérifications ont été faites et tout ça. Puis les variances de prêt en notaire, c'est comme 100, 200. C'est pas des milliers de dollars. Là. C'est des petits montants. Ça joue là-dedans, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a des beaucoup moins chers, comme l'exemple du notaire à Laval. Lui, c'était comme les 500 $ moins chers. Oui, c'était vraiment. Les autres, mais moi, je me poserais la question si je magasine un service puis je fais faire des soumissions un peu partout, puis il y en a une qui est vraiment moins chère, je vais me dire pourquoi. C'est ça, exactement. Cool. Any last words? Ben, non. Ça me prend au dépourvu. Ben, merci beaucoup, Florence. Tu es toujours là quand je t'ai besoin, puis tu me dépannes tellement souvent quand j'ai des questions urgentes. Là. Fait que merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour répondre à ces 3 questions-là, puis avoir clarifié ça pour les amis en ligne. En espérant que ça peut aider. Cool. Merci beaucoup, Florence. Je vais te laisser retourner à tes dossiers poussiéreux. Merci. Ciao! Bon, voilà. Tu vois, aujourd'hui, j'avais une lumière. Je sais pas, c'était comme bizarre. On dirait que j'avais quoi, mais c'est à cause de HD, je pense. Ça fait tout le temps bizarre. Puis on dirait que genre. En tout cas, c'est pas grave, j'aurais l'air d'avoir comme plein d'affaires. Oh, t'es toujours cute comme d'habitude. T'as le petit schoolgirl look aujourd'hui. Oui, je suis schoolgirl. Cool, je suis sûre que je vais pouvoir prendre des morceaux de ça puis faire des petits clips. Oui, good. Ouais. J'espère que j'ai enregistré. Oui. Je commence pas. Mais ouais, c'est bon, ça devrait être pas pire. Cool, ben merci. Les honoraires, c'est parce que je marchais sur des œufs parce qu'il y en a qui se sont fait taper ses doigts d'avoir chialé contre les notaires qui chargent moins cher. J'ai remarqué que tu étais comme ça, pas dire qu'ils sont pas bons. Ben, c'est ça, mais c'est parce qu'il y en a tellement, pour vrai, il y en a qui se sont fait comme poursuivre, parce qu'ils plastaient qu'il y en a. Ils plastaient, ouais. Non, mais c'est bon, tu te poses des questions. Je veux dire, il y a des courtiers à rabais qui font still une bonne job. Ils en font juste beaucoup puis ils viennent travailler pour pas cher. Mais... C'est ça. Cool, ben je vais te laisser à tes dossiers. Merci, je vais te faire réviser avant de les publier. OK, pour voir. C'est bon. Good, okay. Merci. Toujours un plaisir. Merci à toi. Bon, bonne journée. Ciao.